En août 1947, lors d'un meeting aérien près de Moscou, l'armée rouge présente à la foule son nouveau bombardier Tupolev Tu-4. Cela ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une copie du B-29 américain. Cela a été rendu possible par la récupération de quelques-uns de ces bombardiers à la fin de la guerre du Pacifique. Endommagés au-dessus du Japon, certains avaient atterri en territoire soviétique alors allié à cette époque. Mais avant de les rendre, le bureau d'études Tupolev les avait étudiés et en avait référencé jusqu'à la moindre vis. Ils avaient quand même réussi le tour de force d'adapter la fabrication de l'avion à l'outil industriel soviétique. En effet, il a fallu entre autres transformer toutes les dimensions impériales pour le système métrique. Au final, bien que d'apparence similaire, presque aucune pièce n'était identique à l'original. L'état-major américain est sous le choc, car connaissant forcément les performances de la machine, pour la première fois de son histoire, les États-Unis doivent défendre leur sol d'une attaque aérienne devenue ainsi possible. Il leur faut une nouvelle catégorie d'avions qu'ils n'ont pas, un intercepteur. La seule machine qu'ils possèdent et qui s'en rapproche le plus est le Northrop P-61 Black Widow de chasse de nuit. Son radar de recherche, bien que rudimentaire, lui octroie certaines capacités pour l'interception, mais à l'ère naissante du jet, les performances de la machine et de ses équipements sont d'un autre âge. Il leur faut une machine de chasse moderne tout en améliorant ses capacités de recherche, et ce, par tous les temps. Les premiers à répondre à ces spécifications sont les gens de chez Lockheed, qui proposent dès 1948 à l'US Air Force son F-94 Starfire. Il s'agit d'un dérivé de la version biplace d'entraînement du Shooting Star, mais remotorisé avec un réacteur J-48 à post-combustion, une première dans l'histoire de l'aviation, permettant d'améliorer les performances générales de la machine, au détriment de la consommation. Le F-94 est également équipé d'un ILS, qui permet d'atterrir sans visibilité, renforçant sa capacité tout temps, encore une première. Et évidemment d'un radar plus moderne géré par le deuxième membre d'équipage. Le F-94, mis en service dès 1949, propose ainsi une capacité opérationnelle jamais vue jusqu'alors avec cette avionique dernier cri, dont l'installation a nécessité la suppression de 2 des 6 mitrailleuses M2. Censée abattre de lourds bombardiers, cette puissance de feu est bien trop faible. Lockheed va encore une fois de plus modifier sa copie en 1951 avec une version C dont la principale caractéristique est le remplacement des armes de bord par 24 roquettes antiaériennes logées dans le nez de l'appareil, au pouvoir de destruction bien supérieur. Puis dans un second temps, 24 autres seront logées dans les voilures. En parallèle du Starfire, Northrop, parti d'une feuille blanche, propose ainsi à l'US Air Force le premier intercepteur conçu en tant que tel, avec le F-89 Scorpion, en référence à sa silhouette semblable à celle de l'animal, avec sa dérive haut perché tel un dard, renforcée par sa couleur noire de la version d'essai. Il finira par remplacer les F-94 à partir du début des années 50. Bien qu'également subsonique, il est un peu plus performant, mais emporte une plus grande puissance de feu avec pas moins de 104 roquettes installées dans les pods en bout d'aile dans sa version D. Les équipages ont vite fait de le surnommer le camion à missiles. En effet, on peut presque qualifier de missiles ces roquettes car même si elles sont non guidées, elles sont tirées par salve sur une trajectoire d'interception de la cible fournie par le système de conduite de tir et du radar, le détonateur par proximité de la roquette faisant le reste. Mais entre-temps, les Russes ont remis un grand coup de pression car ils ont testé en 1949 leur première bombe atomique. Et elle finira tôt ou tard par rentrer dans la soute d'un Tu-4, ou pire, dans celle d'un appareil plus rapide. L'US Air Force ne peut plus se permettre de laisser passer ne serait-ce qu'un seul appareil si une attaque soviétique devait subvenir. Les conséquences seraient forcément désastreuses. Une campagne de modernisation des F-89 est lancée, et la version H de l'appareil va permettre d'utiliser les premiers missiles, les Hughes AIM-4 Falcon. Mais c'est une solution de transition, car Convair doit fournir la nouvelle génération d'intercepteurs avec son moderne F-102 Delta Dagger, bien plus performant, supersonique, équipé de 6 missiles Falcon en soute et d'un tout nouveau système de tir intégré qui ne nécessite plus la présence d'un opérateur radar dédié. Mais comme on l'a vu dans la vidéo sur le Mirage 3, je vous mets le lien au cas où, le développement de l'appareil va être très compliqué et sa mise en service sans cesse repoussée, avec une menace soviétique toujours grandissante. Une solution, disons, particulière, va être proposée par Douglas, la roquette Genie, installable sur le Scorpion version J.
we felt a heat pulse, a very bright light, a fireball. It is red. The sky looks black about it. It is boiling above us there. It is rapid. Its color. Oui, il s'agit d'une roquette nucléaire de 1,5 kilotonnes de puissance. Plus besoin d'être vraiment précis finalement, puisqu'une formation entière d'avions peut être vaporisée avec un seul tir. À peine mis en service en 1956, le F-102 a une soute trop petite pour recevoir la roquette Genie. Il va devoir partager les missions d'interception assez rapidement avec le F-101 Voodoo de McDonnell. Bien que développé comme un chasseur-bombardier, lui est en capacité d'utiliser l'énorme roquette. Le couple Voodoo-Genie est d'ailleurs si dissuasif qu'il sera vendu à la RCAF, prenant la place qu'aurait dû occuper le très prometteur CF-105 Arrow, créant au passage de vives controverses quant à l'utilisation d'un tel système d'armes dans le ciel canadien, en plus du sentiment de gâchis laissé par l'annulation du programme d'Avro-Canada. À la fin des années 50, début 60, Hughes va en quelque sorte prolonger la carrière du F-102 en modifiant ses missiles Falcon pour devenir des Super Falcon à charge atomique qui, eux, rentrent dans la soute du Delta Dagger. Bien que moins puissants que la roquette Genie, ils restent encore à ce jour les missiles RR les plus puissants jamais fabriqués. Bien consciente des défauts du F-102, la société Convair avait déjà entamé une refonte de son avion, et présente à la même époque son F-106 Delta Dart, qui met tout le monde d'accord. Équipé d'un très puissant J-75, il est capable d'atteindre Mach 2,3 et de monter à 13 000 mètres d'altitude en 1 minute à peine, avec dans sa soute 4 missiles Falcon et une roquette Genie. Déjà développé avec le F-102, l'avionique du F-106 va plus loin encore dans son intégration à l'incroyable système de surveillance SAGE. Ce système semi-automatique, conçu par IBM pour l'US Air Force, est un des tout premiers réseaux numériques, géré par les plus puissants ordinateurs de l'époque. Il permettait de centraliser toutes les données brutes issues de toutes les composantes liées à la défense du territoire et de les traiter si une menace était identifiée. Il fournissait aux opérateurs la meilleure solution à adopter pour y faire face, et pouvait ainsi guider le Delta Dart de manière automatique et en temps réel jusqu'au point d'interception optimal. Tout ça en 1960, je le rappelle. Néanmoins, il ne fut fabriqué qu'à 340 exemplaires, alors que toutes les machines précédemment citées l'ont été à peu près à 1000 exemplaires. En effet, au cours des années 60, ce sont les missiles intercontinentaux qui deviennent la principale menace, et le Delta Dart ne peut pas y faire face. Dans une volonté de lui donner une capacité en combat rapproché, la roquette Genie a été remplacée par un canon Vulcain pour un certain nombre d'exemplaires à partir de 1972. Il reste néanmoins le dernier représentant de la catégorie des intercepteurs purs. Pour l'US Air Force, le Delta Dart est présenté encore aujourd'hui comme l'intercepteur ultime. Il restera en service jusqu'en 1988, remplacé petit à petit par les F-15, plus polyvalents et plus performants. Tout comme les Voodoo canadiens, qui le seront par les CF-18, pour les mêmes raisons et à peu près la même époque. Mais ce sont d'autres drôles de machines.